Salut à toutes et à tous sur très grand ou sur tout petit écran. Depuis le plateau virtuel de Technocité, nous vous proposons d'explorer cette fois le riche passé culturel et historique d'une région que l'on a jadis appelée en Hainaut la Picardie. C'est un territoire qui évidemment a été fortement marqué par la Grande Guerre, par l'industrie textile, mais également par un personnage incontournable de la littérature enfantine. Il s'agit de Martine, bien entendu. La Picardie, c'est également de vastes étendues agricoles et des producteurs locaux accueillants, à l'image de Brigitte Druard, qui vous propose de déguster son excellent fromage. Et puis nos rubriques habituelles, vous les connaissez, notre coup de neuf mensuel et notre concours, c'est en fin d'émission. Bonjour Pauline Van Der Beek avec vous, nous sommes de retour en Wallonie-Picarde, mais plus précisément tout au nord, là où cet espace de terre s'appelait jadis Picardie, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, donc on se situe vraiment aux confins du Hainaut, coincé entre la France et la Flandre, et puis notre maison du tourisme donc, regroupe 3 communes, Moucron, qui est évidemment la plus urbanisée, avec 55 000 habitants, et puis réputée pour la qualité de son accueil, l'espace chaleureux et puis le côté festif des habitants. La seconde ville est Comines-Warneton, qui est l'enclave wallonne en terre flamande, et puis là, réputée pour son tourisme de mémoire, sa rubannerie, ses produits du terroir, ses bières également. Et puis finalement, nous avons Étainpuy. Étainpuy, c'est la commune rurale avec 7 villages, et puis l'occasion de se détendre et de se balader le long du canal de l'Épierre. Donc trois communes très diversifiées pour accueillir les visiteurs. Alors tous ces petits coins très sympathiques et très chaleureux, ça c'est bien vrai, nous allons ensemble au fil de l'émission les découvrir. La Picardie, comme on disait, c'est aussi une terre de différentes personnalités. J'en cite quelques-unes comme cela, il y a Marcel de Keukeler. Vous me dites si je me trompe, Marcel de Keukeler, il y a évidemment Raymond DeVos, cet humoriste et jongleur de mots, Jacques Mercier, homme de télévision et aussi écrivain. Et puis il y a Marcel Marlier, ça c'est un peu de l'actualité. Oui, c'est de l'actualité, oui. Tout à fait, puisqu'on a inauguré donc, le centre d'interprétation Marcel Marlier, Dessine-moi Martine, au mois de septembre. Et en un mois de temps, on a déjà réalisé 1600 entrées. Donc c'est un bon début pour ce centre d'interprétation attendu depuis très très longtemps par les habitants. Marcel Marlier, c'est, on peut dire, le personnage, la personnalité qui a véritablement fait connaître, j'allais dire Moucron, mais toute cette région à travers le monde. Oui, tout à fait, parce que Marcel Marlier est originaire donc, de Herzo, un quartier dans l'entité de Moucron. Et puis on peut retrouver dans ces bandes dessinées des coins de notre ville. Donc la ferme de la Havrie et puis d'autres lieux se retrouvent aujourd'hui dans les bandes dessinées, dans les livres Martine. Et donc c'est vraiment une magnifique publicité pour notre ville et pour la région en tout cas. Alors il y a, vous l'avez dit, ce centre d'interprétation fraîchement inauguré qui évidemment ravive cette mémoire, la mémoire de Marcel Marlier, mais aussi forcément celle de Martine qui dans sa jeunesse n'a pas lu Martine. Alors je vous propose tout de suite de découvrir Dessine-moi Martine, le centre d'interprétation que nous allons découvrir en compagnie de Maud Van Coppenol. Pendant un demi-siècle, Martine est arrivée à chaque fin d'année sous le sapin ou dans la cheminée des petits-enfants sages. Et même si elle semble aujourd'hui d'un autre temps, la magie Martine opère toujours auprès des plus petits. Martine à la ferme. Oh, Martine, qu'il est amusant de cueillir des fleurs ou de jouer au ballon avec Bernadette. Mais Martine préfère encore aller à la ferme. Oh, c'est quoi ça, Jules, comme animal? Un cheval. Maud, on est directement plongé dans l'univers de Marcel Marlier, parce que je pense qu'il faut préciser que ce n'est pas un musée Martine, mais bien un centre d'interprétation Marcel Marlier. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc la différence avec un musée, c'est que nous n'avons pas du tout les mêmes missions. Donc ici, aucune mission de conservation ou d'études. C'est vraiment un lieu de divertissement, un lieu de loisir. Donc le rez-de-chaussée, c'est vraiment un parcours sur sa vie, son œuvre. Nous avons 4 jalons vitrines. Le premier, sa jeunesse. Le second, ses premières expériences dans le monde de l'édition. Le troisième, son déploiement aux éditions Casterman. Et le dernier, son succès. C'est 60 albums entre 1954 et 2011. Et c'est 80 000 exemplaires par an.
On peut se rendre compte aussi, parce qu'il y a eu Martine, mais il y a eu d'autres choses également, on le voit dans les vitrines, et on les voit aussi hein, sur ces dessins qui entourent cette pièce. Marcel Marlier n'a pas que dessiné Martine. La collection Jean-Loup et Sophie, qui a eu un petit peu moins de succès que Martine, mais qui a quand même remporté pas mal de succès auprès des enfants. 8e licence mondiale en termes de littérature de jeunesse, donc c'est vraiment c'est énorme. C'est vraiment notre petite fierté à Moucron, puisqu'il est né à Herzog, qui fait partie de l'entité de Moucron. On a beaucoup misé sur les nouvelles technologies pour plaire aux enfants qui sont en demande d'écrans tactiles, d'ordinateurs, voilà. Elle n'a pas peur du décollage et n'a pas le mal de l'air. Le mur qu'il y a derrière nous le montre bien. Des Martines, il y en a eu beaucoup et dans toutes les langues. C'est impressionnant. C'était le but aussi, hein, je pense, d'impressionner aussi le public qui vient ici. Donc en montant l'escalier, il a vraiment l'impression de se faire submerger par tous ces albums. Et puis alors le jeu, c'est bien sûr de trouver quel prénom dans quel pays. Aysegül en turc, Tini en néerlandais, Martina en italien. Alors voilà l'espace pour les enfants. On a dit une approche avec les nouvelles technologies. Vous avez essayé aussi de passer un peu à travers toutes ces nouvelles technologies pour mettre en évidence Martine. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de films. Ici par exemple un film en motion design, ici un film en green key. Donc, tout le parcours a été imaginé pour le jeune public et notamment pour les écoles. Et puis on termine par une salle de classe merveilleusement bien reconstituée. Tous les albums sont là. Ils peuvent être feuilletés librement par les visiteurs qui peuvent s'installer sur les petits pupitres et se replonger dans les albums de Martine. Pauline, on l'a vu sur ces images, ce centre d'interprétation a essentiellement été conçu pour les enfants. C'est très interactif. Ah oui, pour les enfants, mais non seulement pour les enfants. D'abord pour les enfants, évidemment, le grenier avec cet espace de jeu pour les petits, de quoi manipuler la montgolfière, les livres, aller sur la classe de l'école, de nombreux jeux didactiques, mais également pour les grands-parents et pour les parents. Chacun revit son enfance à travers les albums de Martine. Donc c'est vraiment intergénérationnel. Allez, on quitte Moucron, on va faire quelques kilomètres pour aller à Comines-Warneton. Combien de kilomètres séparent Moucron et Comines ? Bon, on va dire une petite quarantaine de kilomètres. Avec un petit passage en Flandre, bien entendu, hein, on le sait, parce qu'on va rejoindre cette enclave. Là, pour toucher un autre patrimoine riche, industriel, celui de la rubannerie. Oui, la rubannerie qui a été vraiment les industries rubanières à Comines-Warneton est vraiment très très importante, surtout avant la guerre. Après un petit peu moins, hein, mais ça a été vraiment le fleuron, en tout cas de ce côté-là de la Wallonie. Aujourd'hui, à travers un musée magnifique, remarquablement géré par le non moins sympathique Olivier Klinkemaille. Cet espace est vraiment magique. On a parlé des enfants tout à l'heure. Eh bien, les enfants peuvent aussi là-bas y trouver leur bonheur, mais forcément, c'est toute l'histoire de la rubannerie. Pour les adultes, c'est magnifique. Oui, et tous les métiers à tisser sont encore en état de marche, et donc c'est vraiment l'occasion de même s'essayer au très difficile métier qui était le métier de rubanier. Des métiers qui fonctionnent toujours, on va le voir tout de suite en compagnie donc d'Olivier Klinkemaille. Olivier, c'est le plus vieux métier à tisser qui fonctionne, il faut insister là-dessus, ici dans ce musée. Oui, absolument. Donc il date des années 1830-1850 et c'est vraiment un métier emblématique parce que c'est le premier métier que l'on retrouve à tisser, que l'on retrouve dans les usines, et c'est le passage de la condition en fait de l'ouvrier textile à domicile à l'ouvrier textile en usine. La visite guidée se fait comme si on remontait dans le temps. On part du Moyen-Âge avec quelques reconstitutions, on arrive au 19e siècle ici, et puis on continue jusqu'au ruban contemporain avec les machines de la même époque. Oui, évidemment, la machine est toute différente. Déjà, il n'y a plus de bois, c'est du métal. Absolument. Depuis la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, on va travailler avec des métiers qui ont essentiellement une ossature métallique et qui vont, par révolutions successives, devenir plus petits. Alors je vous fais fonctionner celui-ci. On le voit, c'est une mécanique très précise. Hein. Tout à fait. C'est presque de l'horlogerie. C'est presque de l'horlogerie, absolument. La mécanique est très très précise. Rien n'a vraiment changé depuis 100-200 ans. Le principe reste le même, mais la mécanique est très précise. Et cela permet justement à Comines d'abonder dans la production de rubans de qualité.
faut être passionné pour vivre et faire revivre ceci. Absolument, Benoît. Et je crois que la passion, c'est vraiment le dénominateur commun qui va au-delà de l'histoire au sens propre du terme. Il y a l'histoire sociale, l'histoire technique, technologique. Et la passion qui nous anime, c'est celle de rendre un patrimoine aux gens, un patrimoine qui est le leur, qui leur appartient. Et c'est la raison pour laquelle nous exploitons aussi pas mal d'archives liées au monde de l'industrie, au monde des travailleurs. Pauline, on reste sur Comino Arnoton, autre lieu très important, lieu de mémoire forcément, lieu qui a été inauguré il y a un peu plus d'un an maintenant dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, le centre d'interprétation Plugstirit 14-18, expérience. Ça a drainé beaucoup de monde, ça. Oui, ça a drainé et ça draine encore beaucoup de monde, de nombreux Anglais et puis aussi des Australiens, vraiment de quoi revivre cette époque de la Grande Guerre, parce qu'évidemment le centre est magnifiquement installé, et puis l'occasion de visiter aussi les nombreux cimetières. Ça représente plus ou moins 6000 tombes de soldats morts pour la liberté, donc c'est vraiment très important. C'est véritablement une région qui a été très marquée, fortement marquée par le nombre de morts, vous l'avez dit, et puis aujourd'hui encore avec toutes ces traces, parce qu'il y a le centre d'interprétation, mais également ça permet aux touristes, aux visiteurs de sortir de là et d'aller sur le chemin ou les chemins de la guerre et du souvenir. Oui, tout à fait. Donc avec le centre d'interprétation, le mémorial britannique qui se trouve juste à côté avec les 11 447 noms inscrits sur ces murs. Et puis évidemment les nombreux cimetières comme j'en ai parlé. Et puis l'endroit où on a célébré la trêve de Noël en 14. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion de passer tout un week-end sur les traces des poilus. Littéralement. Justement, cette trêve de Noël, on va en parler dans le sujet qui suit. On va également aller, nous, sur les traces des poilus. Et on retrouve Annie Beaupré, cette fois, qui nous fait visiter le lieu. Ce centre d'interprétation s'ouvre sur un espace scénographique de quelques 400 mètres carrés doté d'un équipement technologique interactif. Il vous propose ainsi une vision émouvante et inédite de la tragédie qui, lors de la Grande Guerre, a durement frappé toute une région. C'est une fierté de partager des choses et aussi de faire découvrir ce qui s'est passé ici, parce que ça c'est assez méconnu. On parle souvent des très grandes batailles, très meurtrières, mais chez nous quand même, on a eu des combats journaliers, des victimes qui sont décédées par des tirs de sniper, de mitrailleuses, des obus qui sont tombés. Évidemment, il y a la grande bataille, la bataille de Messine dont on parle également. Donc tout cela, disons, c'est un apport pour le tourisme de mémoire. On a une mission importante aussi vis-à-vis du public adulte, mais aussi vis-à-vis du public scolaire. Et nous accueillons de plus en plus d'ailleurs de groupes scolaires. D'ailleurs, un programme d'animation pédagogique a été mis au point. Et les enfants, bien sûr, ils n'ont pas cette conscience qu'ont les adultes, mais c'est important quand même de leur ouvrir cet esprit. La scénographie est très récente, mais il y a quelque chose d'encore plus récent, c'est le diorama qui est derrière moi en fait. Et donc c'est un hommage au travail des Néo-Zélandais, à l'action des Néo-Zélandais, qui sont également ici venus dans le cadre de l'Anzac. Donc les Australiens, les Néo-Zélandais ont participé, on le connaît chez nous, à la bataille de Messine, mais en préparation de cette bataille de Messine, sous la colline, en fait, toute proche, ici, le mont de la Hutte, ont été creusées 19 galeries. On montre aussi dans quelles conditions vivaient ces gens, parce que là, on est dans une période de repos, on le voit bien, on nettoie les armes, on se repose, on lit, on écrit. Donc voilà, vous avez vraiment les scènes du soldat qui n'est pas au front tout en l'étant. On se rend bien compte de ce qu'était cette vie quand même très précaire, et ces soldats en général ont passé 1 ou 2 nuits avant de partir sur le front. Finalement, il y a ce chemin de la mémoire en extérieur qui est tout aussi remarquable, important vu évidemment l'étendue, avec une nouveauté qui rappelle aussi un moment clé, un moment historique de cette grande guerre, la trêve de Noël. Je pense que ce qui va souder cette fraternisation, c'est un ballon. Et donc on est ici devant le site qui a été inauguré en décembre dernier, en décembre 2014, par Michel Platini. Et donc c'est un monument qui a été offert et érigé grâce à l'UEFA.
Et donc c'est un artiste en plus britannique qui a réalisé cette sculpture un peu particulière. Hein. Donc c'est un obus éclaté qui est surmonté d'un ballon et qui symbolise à lui tout seul cette guerre qui va être stoppée quelques instants ou par endroits et chez nous une semaine complète quand même. C'est un peu la particularité de ce site, de ce lieu de la fraternisation de Noël qui n'est pas unique, hein, il y en a eu à d'autres endroits, mais ici je crois quand même la particularité c'est la durée de cette trêve. Pauline, je voudrais en toucher encore un mot d'Annie Beaupré et avec elle tous ces bénévoles qui font vivre cette région, qui font revivre ce patrimoine, on l'a dit, douloureux, historique douloureux, mais qui est important évidemment pour cette région. Vous avez besoin de personnalités comme cela. Oh, bien sûr, Ouais. Annie, c'est vraiment une passionnée. Elle donne envie d'en savoir plus aux jeunes, aux plus petits. Je pense que c'est vraiment ultra important d'avoir des passionnés, des bénévoles qui se donnent pour attirer les gens dans la région et puis pour faire connaître ce douloureux passé pour ne pas le revivre. On fait quelques kilomètres, on revient un peu sur nos pas. Étain-Puy, Saint-Léger plus précisément, autre grande personnalité. Si je vous dis Brigitte Druard, vous allez d'abord sourire. Et puis, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez bien. La ferme Druard, on y fait vraiment du très bon fromage. Oui, du bon fromage, de la glace, Ouais. tout ce qui est produits laitiers, c'est vraiment excellent. Et c'est vraiment des agriculteurs, producteurs locaux qui donnent envie de bien manger pour toute la famille. Donc c'est vraiment, ils méritent le succès. Il n'y a pas que, ils sont bien entendu nombreux, avec tous ces produits de bouche aussi différents. C'est donc aussi important d'avoir des gens qui sont dynamiques et qui aiment valoriser leurs produits. C'est la fierté de votre coin, là. Oui, oui, on a énormément de producteurs locaux. On a même une ferme qui produit du vin. Ouais. Donc c'est vraiment l'enthousiasme et le savoir-faire des producteurs, des petits producteurs, mais qu'on doit mettre, je pense, en avant pour les faire vivre et surtout pour nous faire du bien en mangeant sainement et bien. Merci Pauline. Nous on retrouve évidemment Brigitte Druard à la ferme en train de fabriquer son fromage. C'est la crème du lait qui remonte un petit peu, de temps que ça pose. José et Brigitte Druard occupent cette exploitation de culture et de bétail laitier depuis 1981. Mais c'est il y a un peu plus de 25 ans que Brigitte s'est aventurée dans la transformation et la vente de produits laitiers. Enfin, il y a une partie de lait qui est issue de la traite de ce matin, mais comme on n'a pas un énorme troupeau, on n'en a pas assez et j'ai la cuve pour 500 litres de lait. 500 litres, ça va nous donner 50 kilos plus ou moins. Ça vous prend combien de temps pour arriver en produit fini? En produit fini, 1 mois. Ah bon. C'est mieux qu'il atteigne ces 4 semaines, c'est pour la croûte. Comme la croûte n'est absolument pas traitée, on travaille juste, on frotte juste à l'eau salée. Comme on peut les utiliser en raclette, en ce moment, c'est... Ouais, c'est ça, voilà. Moi j'ai vu ça à l'entrée, Voilà. fromage à raclette, ce qui veut dire que on peut se faire plaisir aussi Voilà. en hiver avec votre produit. Exactement. En fait, on le mange toute l'année, Ouais. soit pour faire des petits cubes pour l'apéro, soit pour ce petit déjeuner, un petit fromage nature, une tranche, c'est très bien. C'est des ferments, de la présure, pas d'épaississant, pas d'édulcorant, pas je ne sais pas tout ce qui existe d'ailleurs dans l'industrie. C'est les derniers nés, on va dire. Après, il y aura ceux d'aujourd'hui. Ça a été fait lundi. Ils ont donc été sortis de saumure hier. Et il n'y a pas de croûte du tout. Et ceux-ci sont un tout petit peu plus faits. Donc, on est vraiment dans les temps pour les vendre dans les 4 semaines. Et alors, on voit ici qu'ils ont, ça c'est un ortie, mais on voit qu'il y a de la croûte. Si je prends un, ben voilà, justement, on a un ortie ici qui vient juste d'être fait. Au niveau des vaches, on a l'alimentation des vaches qui est essentiellement issue de notre agriculture de la ferme, donc de notre culture. Elles vont en prairie une très grande partie de l'année, autant que le temps le permet. Donc, on va dire du mois d'avril jusqu'à fin octobre. Là, on arrive dans les derniers jours, mais ils sont encore. Librement, elles peuvent choisir d'entrer, elles ne sont pas liées. Et donc tout ce qu'il y a ici, donc si je dis fromage fermier, au lait cru, au jambon, c'est vous. Oui, bien sûr. Au gingembre, c'est vous. C'est moi. À l'ail, c'est vous. Voilà. À la moutarde, c'est vous. Voilà. Mais alors, si je vois aussi
mousse au chocolat, c'est vous? Oui, tout ce qui est dans le comptoir, c'est nous. Parti de rien du tout. Et au départ, c'était le beurre. Puis après, j'ai ajouté les fromages, puis les yaourts. Puis la variété s'est agrandie dans le choix des fromages. Et après, bon voilà, on en est arrivé à avoir toute la gamme. Allez-y. Ça, c'est le basique, c'est le nature. C'est donc la dernière fois en 2015 que la province de Hainaut sort le grand jeu. Pendant un an, vous savez que dans le cadre de Mons 2015, elle a mis en scène 9 lieux pour faire vivre 9 projets de qualité. Et cette fois, eh bien, l'occasion nous est donnée de vous faire découvrir la métamorphose du BPS 22, le musée d'art de la province de Hainaut, qui vient juste de rouvrir ses portes. Le BPS 22, ce n'est pas seulement un musée, mais aussi un terrain d'aventure pour les petits et les grands. Grâce au cahier de l'arpenteur, votre visite aux mondes inversés peut devenir ceci. En plus du carnet de l'arpenteur qui est destiné aux adultes qui viennent avec des enfants en visite libre, nous avons des visites pour les écoles. Ils choisissent dans le cahier introductif une visite à thème. Nous avons le regard sur le monde, donc c'est vraiment tout ce qui est articulation art et société. Le génie du peuple, ce qui parle du folklore et des traditions. Et la troisième, c'est de l'artisanat à l'art contemporain. Donc comment une pièce, à partir d'un savoir-faire artisanal, devient une œuvre d'art contemporain. Et le point d'orgue de cette transformation, c'est incontestablement la cloaca de Wim Delvoye, une machine qui mange et qui digère. La suite, on vous laisse la découvrir sur place. Avant de vous quitter, il nous reste juste à vous solliciter pour notre concours mensuel l'enjeu de nombreux tickets d'entrée pour les différents sites que nous avons évoqués dans cette émission. Et la question, eh bien la voici. À travers combien d'albums Marcel Marlier vous a-t-il fait découvrir les différentes aventures de Martine ? À travers combien d'albums Marcel Marlier vous a-t-il fait découvrir les aventures de Martine? Cette question ainsi que toutes les modalités du concours, vous pouvez les retrouver sur nos pages Facebook InHaut et Hainaut-Tourisme ainsi que sur le site www.hainaut-tourisme.be. C'est là aussi évidemment que vous pouvez déposer votre réponse. Bonne chance donc et à très vite sur votre télévision locale ou sur les différents réseaux sociaux. Déjà bonne chance et merci surtout pour votre participation. À très bientôt.